RBPP RBPP sur sur canapé. canapé. Alors, bienvenue à ce webinaire, la RBPP sur canapé. Donc, notre objectif, c'est vous offrir une présentation détaillée de la récente recommandation de la Haute Autorité de Santé, la HAS, sur le sujet de la vie intime, affective et sexuelle, et elle est parue il y a quelques mois. Alors, qui sommes-nous tout d'abord? Nous sommes le collectif Déterminé, 3 formatrices et consultantes spécialisées en vie affective et sexuelle, notamment dans le champ du handicap. Alors, pour se présenter rapidement, Alexia, Amélie Et Sandrine. Merci. Nous vous communiquerons nos contacts à la fin de cette vidéo si vous souhaitez mettre en place des formations ou autre type d'accompagnement. Alors déjà, rappelons à quoi ça sert une recommandation de bonne pratique. Donc je te pose la question, Alexia. Ouais, à quoi ça sert? Ça sert surtout à faire évoluer les pratiques des professionnels pour pouvoir améliorer la qualité des interventions et de l'accompagnement. Ça va servir aussi à développer les organisations, les actions et toutes les postures qui permettent de proposer l'accompagnement le mieux adapté dans des circonstances données. Peut-être vous rappeler aussi l'histoire de cette RBPP. Du coup, cette RBPP, elle a débuté avec la publication d'une note de cadrage sur la vie affective et sexuelle qui était parue en mai 2022. Puis après, il y a un groupe de travail qui a été mis en place par la Haute Autorité de Santé. Et du coup, ce groupe de travail, dans une démarche propre à toutes les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, il regroupe des professionnels de la santé sexuelle, des personnes concernées et aussi des représentants associatifs. Amélie, est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi les publics concernés par cette recommandation? Alors, les publics concernés, c'est les personnes en situation de handicap, qu'elles soient mineures ou majeures, qu'elles soient dans des foyers, des IME, des MAS, des ESAT, etc. Mais pas uniquement. Ça va concerner aussi des mineurs, des majeurs qui relèvent des établissements des services de protection de l'enfance, par exemple, comme les MEX, maisons d'enfants à caractère social, des personnes en situation aussi de précarité ou d'exclusion, mineurs ou majeures également, des personnes âgées en perte d'autonomie qui vivent dans des EHPAD, et des personnes accompagnées au sein d'établissements psychiatriques. Ok. Voilà, donc en février 2025, les conclusions des travaux du groupe ont été publiées. On va rappeler qu'il s'agit ici du volet 1. On en attend donc un autre de la recommandation de bonne pratique. C'est un document quand même de 85 pages, extrêmement riche et fourni. Donc vous trouverez aussi un argumentaire qui est plus complet sur le site de la HAS. Nous maintenant, en fait, on va se cantonner à présenter le contenu de la RBPP en suivant l'ordre des différentes parties du document de manière à vous en offrir une synthèse et des illustrations concrètes. Dis-moi, Sandrine, pourquoi une recommandation de bonne pratique professionnelle était-elle nécessaire? Alors, il y avait déjà, il y a à dire qu'il y a un cadre qui manquait pour les professionnels. Et disposer d'une recommandation de bonne pratique, c'est déjà pouvoir améliorer la qualité de l'accompagnement proposé et d'avoir un référentiel de pratique à adopter en établissement, pour qu'il soit un peu commun dans chaque structure. Alors déjà, on va commencer par définir, et c'est ce que se propose la recommandation de bonne pratique, c'est quoi la vie intime, affective et sexuelle, ou la VIAS, afin d'avoir un langage commun entre nous. On sait que le groupe de travail a pas mal cogité sur le sujet. La recommandation, elle est-elle intégrée dans son titre la santé sexuelle, la vie relationnelle, la vie amoureuse, etc. Le choix a été d'intégrer la notion plus large de vie affective, qu'on définira ensuite, la sexualité bien sûr, et l'intimité que je définirai également, qui nous offre un cadre de réflexion plus global que la notion de vie relationnelle, parce que l'intimité, ça fait référence à la sexualité aussi qu'on pratique seul, c'est pas forcément en relation. Une précision supplémentaire peut-être sur ces concepts. On entend souvent un peu plus parler peut-être d'éducation à la sexualité, le terme retenu par l'éducation nationale, plus précisément même d'EVARS, éducation à la vie affective, relationnelle, sexuelle. Il faut dire qu'on s'y perd un peu parce que quand est sortie la recommandation de bonne pratique, le ministère de l'Éducation nationale a publié également son nouveau programme. Alors évidemment qu'il y a des liens à faire entre l'éducation à la sexualité dans les champs des ESMS, dont relève la RBPP, mais c'est beaucoup plus large en fait. D'accord Ce qui a été retenu, donc, c'est le terme de vie intime, affective et sexuelle. Et ce texte, en fait, va s'appuyer sur plusieurs textes fondamentaux. On peut citer entre autres l'article 9 du Code civil, ainsi que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En gros, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Et dans la vie privée, même si c'est pas dit clairement, la sexualité, la vie affective en font partie. Alors la base de ce texte, il me semble que nous la partageons toutes les trois depuis qu'on a fondé ce collectif, tant auprès des professionnels que nous formons que des personnes accompagnées, c'est que la démarche en fait, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle une vision positive de la sexualité. C'est-à-dire pas uniquement basée sur les risques, sur la protection ou la prévention, mais aussi sur cette dimension du bien-être. On en reparlera tout à l'heure sur la définition de la santé sexuelle, un bien-être qui sera physique, émotionnel, mental, relationnel et social. Et une vision positive, c'est sur quoi insiste la RBPP, c'est aussi une vision orientée vers les droits des personnes, le respect de leur liberté. C'est quelque chose de fondamental et pas si facile parce que la première approche en éducation à la vie affective et sexuelle, lorsqu'on intervient dans les établissements, c'est en effet souvent d'aborder les questions de contraception pour éviter des grossesses, les risques d'IST, infections sexuellement transmissibles, et de prévenir les violences sexuelles. Alors évidemment, ces sujets sont complètement légitimes, mais la vie intime, affective et sexuelle, ce n'est pas que ça. Ne passons pas à côté des notions de plaisir, de bien-être, de désir qui sont aussi essentielles. Donc la recommandation fait bien entendu ce lien avec les droits des personnes. Le saviez-vous, il existe des droits sexuels définis par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui sont des déclinaisons des droits humains. Par exemple, le droit à l'intimité et à la vie privée qu'on rappelait tout à l'heure, le droit d'accès à la justice, le droit à l'autonomie, le droit aussi au respect de ses choix. Je crois que le texte fait aussi le lien avec l'autodétermination. Comment tu pourrais nous préciser ce lien entre vie affective et sexuelle et autodétermination? Alors peut-être déjà donner une définition qu'on retient sur l'autodétermination, c'est l'ensemble des habiletés et attitudes chez une personne qui lui permettent d'agir directement sur sa vie en effectuant librement des choix non influencés par des agents externes indus. C'est la définition qu'on va retrouver dans la recommandation de bonne pratique. Donc cela va passer par le droit et la capacité pour une personne à faire valoir ses choix, ses droits en matière de relations, de sexualité, de vie affective, sans être soumis au jugement des autres. Voilà, la famille, les professionnels, voilà, on sait qu'en matière de vie affective et sexuelle, le jugement malheureusement est souvent présent. Donc on va avoir des outils qui sont là pour favoriser l'expression, la connaissance que les personnes ont d'elles-mêmes, l'expression de leurs émotions, la connaissance de leur corps. Bref, développer l'autodétermination, c'est une préoccupation qui traverse l'ensemble en fait des recommandations qui sont faites dans ce document. Et c'est vraiment fondamental, il me semble, d'accompagner à l'autodétermination et de former les professionnels. On peut faire par exemple le lien avec le consentement, qui est un exemple que l'on va prendre souvent en formation. Comment être en capacité de savoir si je consens ou non à une relation sexuelle si toute ma vie, depuis mon enfance, des professionnels ou mes parents ont tout choisi à ma place. Si par exemple j'ai jamais eu le choix de choisir mon dessert ou le vêtement que je vais porter aujourd'hui, ni mes activités, ni les relations que je vais pouvoir nouer avec les autres, ni les soins comme la toilette qui me sont parfois ou même souvent donnés par des personnes inconnues, par exemple étrangères en tout cas à ma famille. Sandrine, tu évoques justement la toilette. Ça me fait penser que c'est le premier concept qui est défini dans la RBPP, la notion d'intimité. Oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs définitions de l'intimité, il n'y a pas vraiment de définition officielle. Donc, ça a été un des premiers travaux du groupe qui a réfléchi sur comment on peut définir l'intimité. Donc, la HAS, elle a retenu celle-ci. C'est un espace physique, mental, social et ou émotionnel que les personnes peuvent choisir de partager ou non avec les personnes de leur choix au moment de leur choix. C'est aussi un droit au respect de la vie privée et la possibilité d'avoir un espace à soi. Mais concrètement, on parle de quoi quand on évoque l'intimité en établissement? Alors c'est un sujet qui n'est pas si simple. Des espaces privés par exemple, comme la possibilité d'avoir sa chambre et que l'intimité de cet espace, elle soit respectée. C'est facile à dire comme ça, mais on sait que dans beaucoup d'établissements, la chambre n'est pas toujours considérée comme un espace privé. La preuve, les portes des chambres par exemple, qui vont rester ouvertes, même pendant une toilette, ou bien on ne fera pas à la porte avant d'ouvrir. Voilà, c'est vraiment le genre d'exemple qu'on va prendre en formation. Je pense par exemple aussi à l'exemple du linge, l'exemple des objets personnels en fait, qui font référence à l'intimité. Et l'intimité, ça parle aussi du corps, de la toilette, mais aussi de l'apprentissage de la pudeur par exemple. Donc nous en reparlerons parce que ça va être abordé dans les parties suivantes.
comment aussi respecter l'intimité des personnes qu'on accompagne lorsqu'on vit en établissement et donc en collectivité. Comment concilier le droit à l'intimité et la protection aussi des personnes qui sont vulnérables. C'est souvent des débats en fait que nous avons en formation. Alors Amélie, au-delà de l'intimité, on a vu qu'il est aussi question de relations. Mais de quoi s'agit-il précisément? Alors, ben, comme l'intimité, en fait, la vie affective est une notion qui n'est pas toujours facile à définir et on manquait justement d'une définition claire, nette et précise. Et la Haute Autorité de Santé nous en propose une et le définit comme un espace émotionnel, physique et social propre à chacun, au sein duquel l'individu peut éprouver et exprimer des sentiments et des émotions qui ne sont pas forcément réciproques. Bien non, ce serait si facile, et qui n'impliquent pas systématiquement de pratiques sexuelles. Voilà. Alors concrètement, mais ça nous amène à évoquer quel type de situation? Alors, pour tout le monde, et sans doute de façon plus importante pour les personnes qui vivent dans les établissements et services médico-sociaux, la question des relations est fondamentale. Comment trouver un ou une partenaire au sein même de l'établissement? Comment en trouver éventuellement à l'extérieur? Éventuellement, est-ce que je peux ou qu'est-ce qu'il est possible de faire à travers les sites de rencontres? Comment vivre une relation épanouissante lorsque deux personnes ne vivent pas dans la même structure? Comment aussi accompagner une personne à vivre avec son ex-compagne ou son ex-compagnon au sein même d'un même établissement, surtout si la personne est de nouveau en couple. Donc, comment vivre ces relations quand les attentes aussi du couple ne sont pas du tout les mêmes. Autant de situations qui en fait composent le quotidien à la fois des personnes accompagnées ou hébergées, mais aussi le quotidien des équipes d'accompagnement. Alors, Alexia, est-ce que tu pourrais nous raconter les deux définitions de la santé sexuelle et de la sexualité? Bien sûr. Bah, déjà, il faut savoir que ces deux définitions, elles ont été données par l'Organisation mondiale de la santé. Et alors, on ne va pas vous redonner en entier les deux définitions, mais surtout les éléments importants à retenir. Super idée. Peux-tu peut-être commencer par la santé sexuelle? Oui. Alors, la santé sexuelle, c'est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité. Ça, c'est la première partie qui est essentielle de la définition. Et on voit bien ici qu'on ne parle pas forcément de maladie, d'infection ou de prévention, mais bien de comment se sentir le mieux possible en matière de sexualité. Ce qui, du coup, nous amène à la définition de la sexualité, qui est un petit peu plus longue. Oui, enfin, beaucoup plus longue et quand même tout aussi importante. L'Organisation mondiale de la santé nous dit que la sexualité, c'est un aspect central de l'être humain tout au long de la vie. Tout au long de la vie, c'est bien dès la naissance et jusqu'à notre dernier souffle. La sexualité, elle va englober... Le sexe, c'est-à-dire ce qui nous caractérise comme étant un être mâle, femelle ou intersexe. Elle va englober aussi l'identité et les rôles sexuels, c'est-à-dire comment on se sent homme, femme ou autre et comment on l'exprime. L'orientation sexuelle aussi, c'est-à-dire par qui nous sommes attirés amoureusement ou sexuellement. Et aussi l'érotisme, qui est en fait la capacité à élaborer des scénarios autour de la sexualité. Mais elle va englober aussi le plaisir que nous n'avons en général pas besoin de détailler. L'intimité que nous aborderons tout à l'heure, parce que ça, heureusement, fait l'objet du chapitre premier. D'un chapitre même entier, carrément. Et bah, du coup, en tout dernier, dans la définition, on va avoir la reproduction. Et c'est important de signaler que la reproduction, c'est loin d'être aujourd'hui la base de la définition, parce que ça vient aussi questionner le lien qui est très souvent fait pour les personnes en situation de handicap entre sexualité et parentalité. Et c'est parfois ce qui va freiner les questionnements autour de la sexualité. Donc la sexualité, elle est vécue et exprimée dans les pensées, dans les fantasmes, dans les désirs et dans les croyances. Ah, tiens, faisons une petite parenthèse quand même sur les croyances qui sont bien plus importantes qu'on peut l'imaginer.
Si durant toute ma jeunesse, j'ai compris que les parties génitales, c'est pas propre, ou que je dois m'offrir à la bonne personne, ben ça aura forcément un impact sur mes relations à l'âge adulte. Et si je suis en situation de handicap et que j'ai toujours entendu que la sexualité, c'est même pas un sujet pour moi, ben il va m'être difficile de m'imaginer possible d'avoir une sexualité. Et c'est particulièrement sur ces croyances que nous axons en général le début de nos formations, parce qu'il est essentiel de les questionner. La sexualité, ben, elle est aussi vécue et exprimée dans les attitudes, les valeurs, les comportements, les pratiques, les rôles et aussi dans les relations. Et c'est là qu'on refait facilement des liens avec l'autodétermination dont on vous a parlé un peu plus tôt. Enfin, la sexualité, elle est influencée par l'interaction de facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels, éthiques, religieux et spirituels. On voit bien ici qu'il s'agit de facteurs qui sont liés à notre société et qu'on peut tous et toutes avoir un impact sur la sexualité des autres. Ben en fait, c'est à nous de voir quel impact on souhaite avoir. Alors du coup, Sandrine, concrètement, on fait comment dans un établissement pour que la VIAS, du coup, ne relève plus uniquement de la volonté de quelques professionnels sensibilisés au sujet? Il s'agit déjà de l'inscrire formellement dans les textes. Alors quand on parle des textes, dans la recommandation, ils sont cités le projet associatif, les projets d'accompagnement, les règlements de fonctionnement, les livrets d'accueil, etc. Pourquoi c'est nécessaire? Non seulement, comme tu le disais, Amélie, ça permet de dépasser le cadre des quelques professionnels formés à la vie affective et sexuelle, car que se passait-il lorsqu'ils venaient à quitter l'établissement? Et puis, cantonner la vie affective et sexuelle à quelques professionnels formés, ça ne permet pas d'instaurer une véritable politique associative sur le sujet. Revoir les outils institutionnels, ça va permettre d'impliquer les équipes de direction. Et aussi, et ça c'est essentiel, les représentants des personnes concernées. Soit elles-mêmes, ça peut être leurs parents quand on est dans un IME, etc., dans d'autres établissements. Cela permet également de mobiliser l'ensemble des professionnels sur ce sujet, et pas uniquement les référents formés. Réécrire les outils institutionnels ou participer à la rédaction d'une charte, cela prend du temps. Cela ne peut pas être fait lors d'une formation, on les appelle formations socles, les formations de quelques jours. Ce texte, il est vraiment riche en fait, cette recommandation, et je pense que vous le partagez aussi, et ça me rassure parce que nous, on le défend depuis que nous avons commencé à accompagner les établissements sur ce sujet. La VIAS, la vie intime, affective et sexuelle, justement, ce n'est pas l'affaire de quelques professionnels formés, c'est vraiment une stratégie, une politique associative à mettre en place et bien entendu à faire vivre, et qui nécessite d'impliquer et de mettre tout le monde au travail, direction et personnes concernées incluses. On insiste sur ce point, la recommandation en tout cas insiste sur ce point. Alors Amélie, prendre en compte la vie privée et l'intimité dans les établissements sociaux et médico-sociaux, on entend souvent dire que de grands progrès ont été faits depuis le temps des internats. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, par rapport à ça, on peut dire quand même pas mal de choses. La prise en compte de l'intimité de la vie privée est un enjeu majeur et qui s'inscrit dans la durée, comme toutes les recommandations d'ailleurs. Donc, la RBPP rappelle les multiples textes de loi où ce droit fondamental est rappelé au niveau national et au niveau européen. Elle décline son application aussi à 3 niveaux. Donc, l'aménagement des espaces, ce qui va être un enjeu vraiment de taille pour les établissements, organiser la libre circulation des personnes et une réflexion autour du partage des informations en ménageant le respect de la vie privée et la confidentialité. Donc la RBPP demande à ce que le respect de l'intimité devienne une priorité partagée par l'ensemble des professionnels, tout corps de métier confondu. C'est extrêmement important. Donc ça passe en fait par des aménagements architecturaux, de locaux tout simplement. Ça passe aussi par exemple par la mise à disposition de lits doubles, installer des serrures aux portes de chambre par exemple, ou en tout cas de prévoir des espaces qui garantissent des temps d'intimité pour les structures qui ne proposent pas de temps d'hébergement, comme par exemple les accueils de jour. Donc des initiatives ont été menées et distinguées par l'Agence régionale de santé, telles que par exemple des espaces d'intimité au sein des IME, des espaces spécifiquement prévus pour ménager l'intimité de jeunes couples par exemple.
C'est aussi prévenir des venues des professionnels lors des accompagnements à domicile. C'est prendre ce soin en fait pour éviter les passages à l'improviste et ménager justement l'intimité des personnes. La recommandation donc de bonne pratique rappelle qu'aucun texte réglementaire ou législatif n'autorise la restriction du principe d'aller et de venir pour les personnes qui vivent dans les établissements médico-sociaux, sauf bien sûr pour prévenir la sécurité des personnes et des biens. Donc souvent, les personnes sont limitées dans la possibilité d'inviter par exemple des personnes extérieures à l'établissement au sein de leur chez eux en fait, qui est un établissement, et ce pour diverses raisons. La HAS, pour le coup, elle recommande à ce que les établissements, les équipes construisent en fait une réflexion éthique avec tous les acteurs pour co-construire des règles équilibrées entre les besoins et les libertés des personnes qui sont accueillies, accompagnées, et le devoir de protection individuelle et collective qui incombe aux professionnels. Donc, toutes les informations n'ont pas aussi à être partagées, ça aussi, il va falloir réfléchir à tout ça. Seules les informations qui sont vérifiées, qui sont utiles à l'accompagnement et dans le strict cadre légal, doivent être partagées. Le consentement aussi des personnes concernées est essentiel, il est primordial. Alors la loi ne rend pas obligatoire le partage systématique d'informations qu'on a connaissance sur l'intimité ou la vie privée des personnes, mais elle impose de partager par contre les informations aux autorités judiciaires, médicales ou administratives en cas de violence sexiste et sexuelle. Alors, la recommandation de bonne pratique, elle préconise de former à la vie intime, affective et sexuelle. Mais en fait, on doit former qui? Oui, c'est vrai que si on parle de formation, on pourrait penser qu'il s'agit uniquement des professionnels. Mais la Haute Autorité de Santé, elle a fait le choix judicieux de s'appuyer sur l'éducation complète à la sexualité, qui rappelle bien la pertinence d'une formation pour tout le monde et tout au long de la vie. Elle est pertinente pour les personnes accompagnées, pour leur donner des connaissances et des aptitudes qui leur donneront les moyens de s'épanouir, de développer des relations sociales et sexuelles respectueuses. Cette formation à destination des personnes concernées par le handicap, c'est aussi un moyen de se défendre contre les violences de tout type, de se protéger contre les IST et de prévenir les grossesses non désirées. Et pour tous, la formation, c'est le meilleur moyen pour faire évoluer certaines représentations, pour connaître les droits des personnes accompagnées et pour renforcer leur autodétermination. Et est-ce que tu peux nous dire s'il y a des recommandations particulières pour les professionnels? Oui, effectivement, en fait, le plus important, ça va être de bien penser à former tous les professionnels, y compris les membres des directions, les administrateurs des associations et le personnel support, le personnel administratif et technique. Il va falloir veiller à chaque fois à ne laisser personne sur le bord du chemin. On pourra déjà, dans un premier temps, se servir des instances qui existent déjà, comme par exemple le CVS ou bien les réunions d'équipe, pour construire des pratiques communes d'accompagnement. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner sur ces temps-là par des personnes ressources externes, comme par exemple des sexologues, ce qui permet de faire des pas de côté avec les pratiques institutionnelles. Et il faut ensuite penser la formation au quotidien et sur le long terme pour pouvoir pérenniser les pratiques. Et est-ce qu'il y a des thèmes importants qui sont à inclure dans ces formations? Oh oui, il y en a plein. En fait, on peut du coup les travailler progressivement ou on peut se servir de plusieurs jours de formation pour tous les travailler. Voici quelques-uns pour exemple. L'approche positive, ou comment passer du prisme dangereux de la sexualité à une approche par la bienveillance et le plaisir. La santé sexuelle, les différentes représentations concernant le handicap et la sexualité, le repérage des violences sexistes et sexuelles, le cadre juridique, les repères éthiques, les enjeux aussi liés à l'identité de genre, l'expression du genre et l'orientation sexuelle, mais aussi Internet et les réseaux sociaux. Pour les professionnels qui travaillent avec des mineurs, on va faire un focus plus important sur le développement psycho-affectif de l'enfant et de l'adolescent.
Et est-ce que ce sera des sujets différents pour les personnes accompagnées? Ben, en fait, non, pas du tout. On va retrouver exactement les mêmes thématiques, mais peut-être que du coup, on va pas les traiter de la même façon. Alors, c'est-à-dire, tu peux donner un peu plus d'explications? Oui, bah, par exemple, on adaptera la formation à l'âge et au degré de maturité des personnes. On mettra aussi en place des dispositifs qui permettent de recueillir les préoccupations et les questions des personnes. Il est important aussi de clarifier les objectifs de l'éducation à la vie intime, affective et sexuelle pour les proches. Donc, il y aura des formations à destination des professionnels et des formations à destination des personnes accueillies. Oui, mais en fait, la recommandation des bonnes pratiques professionnelles, elle préconise aussi des formations croisées qui vont permettre aux personnes accompagnées et aux pros d'interagir. Elle conseille même de favoriser l'intervention de pairs en qualité de formateur, voire même l'implication des proches dans certaines sessions de formation. J'ai eu la chance, là, il n'y a pas longtemps, de former des pairs et ensuite on a animé ensemble une formation. Ben là, vraiment, j'ai pu voir à quel point les échanges, ils sont extrêmement différents quand ils sont basés sur les réalités des accompagnants et des accompagnés. Enfin, ben, la RBPP, elle incite à proposer une sensibilisation accessible sur Internet. Les centres Intimagir ont déployé déjà ces derniers mois plein de webinaires sur des sujets qui sont liés à la VIAS à destination de tous les publics. Je pense que c'est déjà une bonne base à découvrir. La recommandation des bonnes pratiques professionnelles, elle préconise la mise à disposition d'outils auprès de l'ensemble des acteurs. De quoi on parle au juste? Alors, je vais en dire un petit peu plus. Les outils, eh bien, ce sont de façon évidente la mise à disposition de ressources pratiques. Une boîte à outils, par exemple, qui sera adaptée en fonction du ou en fonction des publics. Le document, justement, la recommandation de bonne pratique, va détailler ces recommandations en fonction des publics. Bah, déjà, on va s'intéresser aux professionnels. Donc on pense à celles et ceux qui vont par exemple animer des ateliers vie affective et sexuelle et qui ont évidemment besoin de support pour animer leurs ateliers. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette boîte à outils? Des cartes, des illustrations, des pictos, des photos, des modèles anatomiques, des vidéos, etc. Les outils, bien entendu, seront adaptés en fonction des publics qu'on accompagne et des âges. Mais ça va être aussi des livres, des articles et des guides pratiques. C'est dit dans la recommandation. D'ailleurs, la recommandation de bonne pratique, elle insiste bien aussi sur l'utilisation de supports numériques, aussi bien que des outils plus traditionnels comme des brochures ou des guides, etc. Cependant, ce n'est pas uniquement cela la boîte à outils, c'est aussi des procédures, des modalités d'intervention détaillées avec des protocoles. Dans la recommandation de bonne pratique, elle va insister en fait sur les violences, et c'est légitime vu tout ce qui reste à faire sur ce sujet et au regard des violences vécues par les personnes vulnérables. On sait que les personnes en situation de handicap, mais aussi les enfants, les adolescents, ils sont plus exposés. Voilà, en protection de l'enfance, on a un nombre d'enfants qui ont été victimes d'inceste, de violences. Et avouons-le, c'est quand même un sujet très sensible en établissement où lorsqu'un fait grave arrive, on intervient souvent en mode pompier. Donc la recommandation de bonne pratique, elle va préciser quelques attendus sur ce sujet. Par exemple, que faire en situation de violence? Comment réagir? Par exemple, on va faire des déclarations de IG. Bien entendu, cela aussi va demander de connaître le cadre légal. C'est quoi une agression sexuelle, par exemple? On parle de quoi? Des définitions que les professionnels en charge d'accompagner des publics devraient tous connaître. Et donc d'avoir dans la fameuse boîte à outils des textes de loi, des procédures d'action, par exemple. Le document, il va insister sur la prévention et sur l'accompagnement des violences sexuelles. Quelles réponses seront apportées par l'établissement? Les sanctions, les signalements, etc. Quel protocole pour accompagner et mettre en sécurité? Orienter la victime, par exemple, pour qu'elle soit écoutée, pour qu'elle soit accompagnée. Il faut absolument sécuriser ces points avant, sinon, lorsqu'une affaire grave arrive, on survient, on est dans l'urgence. Ça fait beaucoup à prévoir alors entre les outils pratiques, les documents, les protocoles. Est-ce que le risque, ça serait pas d'avoir la boîte à outils dans un placard et puis finalement qu'on n'en fasse rien?
Et en plus, les établissements, ils vont y passer du temps à l'élaborer tout ça. Alors bien entendu que ça demande du temps pour construire cette boîte à outils, et bien entendu aussi qu'il faut la faire vivre, car les outils seuls, on le dit souvent en formation, ça ne suffit pas. Il faut s'assurer, par le biais de formations régulières, de GAP, de groupes d'analyse de pratique, etc., que tous les professionnels connaissent la boîte à outils et sachent aussi comment utiliser ces outils, qui les utilise, etc. La recommandation va suggérer aussi la création d'une instance qui se réunirait régulièrement sur le sujet. Ça pourrait être une commission, un comité de coordination, un comité de pilotage par exemple, qui regrouperait des professionnels, des personnes accompagnées, et ça c'est aussi intéressant à souligner, mais aussi des membres de la gouvernance. C'est ce qu'on est en train de construire avec une association par exemple. Il y a un comité de pilotage qui a pour objectif la construction d'un plan d'action qui serait adapté au public accompagné, à l'existant, etc. Alors on a bien compris ce qui est prévu pour les professionnels, mais qu'est-ce qui est prévu pour les personnes accompagnées? Amélie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors là aussi, la Haute Autorité de Santé, donc à travers les recommandations, nous demande de mettre en place et de mettre à disposition pour les personnes que nous accompagnons, donc des outils d'information et de sensibilisation adaptés. Donc en associant aussi les parents, les proches, pour construire aussi avec eux ces outils, mais aussi pour pouvoir les construire avec des partenaires, comme par exemple les centres de santé sexuelle, les centres ressources Intimagir, diverses associations aussi qui s'occupent de la vie affective et sexuelle. D'ailleurs, vous le savez peut-être, par exemple, le Centre Ressources Intimagir Occitanie a déjà en fait créé dans le cadre d'un comité territorial un violentomètre adapté justement avec des vignettes cliniques ou des pictogrammes. Là aussi, voici un bel exemple d'outils qui est à destination des personnes concernées par le handicap. Et ceci en fait pour faciliter la compréhension de ces personnes et proposer également des supports d'animation pour les professionnels. Donc les recommandations nous demandent aussi, par exemple, de mettre à disposition des préservatifs au sein des établissements et services médico-sociaux et de sensibiliser à leur usage. Et on sait qu'il ne suffit pas, voilà, il ne suffit pas de mettre à disposition des préservatifs pour qu'ils soient utilisés correctement. Elle nous demande aussi, par exemple, de proposer des temps d'échange individuels ou collectifs sur les sujets de l'intimité, de l'affectivité, de la sexualité, des émotions, pour développer aussi l'empathie, améliorer l'estime de soi. Elle nous demande aussi, en tout cas, de permettre aux personnes de poser leurs questions et de proposer aussi des temps de formation, comme on l'a dit un petit peu plus tôt. Donc, mettre en place des modalités adaptées aussi de signalement des violences sexistes et sexuelles pour permettre, encore une fois, aux personnes de s'exprimer, de pouvoir témoigner si elles se trouvent en difficulté. Alors, Alexia, est-ce que justement tu peux nous dire si on peut aussi outiller les proches? Oui, bien sûr, on peut les outiller. En fait, on peut leur mettre à disposition une sorte de boîte à outils qui va rassembler des documents, des informations, par exemple sur la santé sexuelle ou sur le cadre juridique. On peut aussi leur fournir dans cette boîte à outils des coordonnées de partenaires et aussi d'associations. Ah oui, alors donc du coup, on leur donne ça avec le livret d'accueil et ils ont toutes les informations. Mais alors, comment ils font s'ils ont besoin d'échanger sur le sujet? Ouais, on peut peut-être éventuellement leur proposer des temps d'information ou des temps d'échange, comme par exemple des cafés des parents. On est souvent sollicité avec le collectif déterminé pour accompagner les proches. J'ai souvenir là d'un foyer qui avait profité d'une journée porte ouverte pour proposer une intervention sur la VAS et ça avait plutôt bien fonctionné quand même. On peut aussi mettre en place pour les proches des modalités adaptées de signalement des violences sexuelles. Ok, donc on a parlé des professionnels, on a parlé des personnes accompagnées, des proches comme les parents ou les conjoints. Est-ce qu'il y a d'autres types de personnes qui seraient concernées par la recommandation des bonnes pratiques? Alors, la RBPP va citer également les partenaires institutionnels et les représentants légaux. On peut citer déjà quelques partenaires qui peuvent être mobilisés, comme les centres ressources Intimagir, les centres de santé sexuelle, qu'Amélie citait tout à l'heure, mais aussi le défenseur des droits,
le réseau Handigynéco par exemple, ou les CRIAFS, donc les centres qui accueillent et qui accompagnent les auteurs de violences sexuelles. Ça peut être aussi des personnes ressources, comme des pairs, des intervenants spécialisés, ou des associations qui représentent les personnes accompagnées, et en interne les référents vie affective et sexuelle. Nous qui travaillons depuis 4 ans auprès du centre ressources Intimagir Occitanie, on voit comment ces centres ressources sont précieux pour aider les différentes parties prenantes sur ce sujet et faire le lien entre les partenaires, les proches, les professionnels. À ce titre, les centres ressources Intimagir interviennent déjà auprès des proches. On peut citer par exemple notre participation avec Intimagir depuis plus d'1 an déjà à l'organisation, à l'animation d'ateliers en ligne, de groupes de parole en ligne pour les proches aidants, où on va aborder différents thèmes, évidemment en lien avec la vie affective et sexuelle, et toujours en ligne de mire l'autodétermination des personnes, le respect de leurs droits. Le point essentiel, c'est que c'est bien le choix de la personne concernée qui prime. Ça, c'est rappelé dans la recommandation, c'est ses choix, ses aspirations et ses désirs. Et l'avis de l'entourage n'a pas de valeur décisionnelle pour les personnes majeures et pour les mineurs. On peut rappeler aussi que des actes comme la contraception, l'avortement ou l'accouchement anonyme peuvent se mettre en place sans en référer aux détenteurs de l'autorité parentale. Je pense que c'est vraiment important de le souligner. On peut donner un exemple à titre d'illustration pratique. Si un couple se forme dans un établissement et que les proches estiment la relation inadaptée, eh bien cela devra être justifié, argumenté, qu'il y a vraiment une absence de consentement, une violence sexuelle, en tout cas sans jugement de valeur, et ça devrait être argumenté au regard du droit. Alors, la recommandation de bonne pratique demande que les représentations concernant la vie intime, affective et sexuelle soient travaillées. Amélie, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit et ce que ça implique? Alors, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a fait un constat qui est très clair. Les représentations négatives et erronées des professionnels, des directions, des membres de la gouvernance, comme on citait aussi tout à l'heure, ainsi que les jugements moraux autour de la vie intime, affective et sexuelle des personnes vulnérables que nous accompagnons, en fait, toutes ces représentations négatives constituent un obstacle majeur pour la mise en place d'une approche positive de la vie intime, affective et sexuelle. Donc souvent, on se rend compte, les représentations des professionnels associent exclusivement ou quasi exclusivement la sexualité au risque, au danger, ce qui génère en fait des attitudes qui contraignent souvent en fait l'expression de cette intimité, de cette affectivité. Donc parmi les idées les plus fréquentes qu'on retrouve souvent, on retrouve l'idée répandue que parler de vie intime, affective et sexuelle, ce ne serait que parler essentiellement de sexualité. Or, on sait bien que en fait, c'est bien plus large que ça. Une autre idée répandue et erronée serait que les personnes âgées n'ont pas de sexualité. On le sait bien, en fait, que les enjeux de la sexualité et de ces relations d'intimité n'ont pas d'âge, elles prennent juste une dimension différente. Parler aussi de sexualité aux jeunes, ça leur donnerait des idées, justement, en fait, si on n'en parle pas, ils auraient moins envie de le faire. Donc, en fait, on se rend compte que mettre en place des espaces de réflexion qui permettent de questionner les représentations des professionnels à travers des tables rondes, des formations, des supervisions, des espaces en fait où ils vont pouvoir s'exprimer et travailler ces représentations, vont permettre de garder une vigilance aussi quotidienne concernant ces représentations parce qu'elles impactent les accompagnements. Et ça va aussi permettre de mettre en place une veille sur ces sujets et les recommandations de bonnes pratiques vont permettre aussi de promouvoir la paix et danse et le témoignage des personnes accompagnées. Donc, les représentations des personnes concernées peuvent conduire aussi à l'autocensure, quand c'est des représentations même en fait des personnes concernées par le handicap. D'où aussi la nécessité d'accompagner les personnes concernées par le handicap pour travailler aussi leur représentation par rapport à ça, en proposant, encore une fois, de la sensibilisation, de l'information, de la formation et des outils adaptés à leurs besoins pour favoriser ces espaces d'expression, en tout cas en respectant leur rythme, leurs possibilités de compréhension et d'expression. Et tout cela aussi en associant si possible les proches, les familles dans ces moments justement de réflexion commune. Dis-moi Alexia, on parle depuis le début de cette vidéo de sexualité positive. C'est quoi exactement? Jusqu'à présent, la plupart du temps, quand on aborde la sexualité, c'est par le prisme des risques. Ce qui va laisser à penser que la sexualité, elle entraîne surtout des dangers.
Bien sûr que l'idée, c'est pas d'écarter les risques, mais c'est plutôt d'être dans une démarche qui vise avant tout un état de bien-être global et qui va s'appuyer sur une vision respectueuse de la vie intime, affective et sexuelle. C'est aussi ce qui va permettre d'accorder de l'importance au consentement en se basant sur la singularité et les attentes de chaque personne. C'est vrai que c'est très important. Et cette approche positive, elle se décline comment? En fait, dans un premier temps, il est essentiel de proposer un accompagnement personnalisé. La RBPP, elle nous rappelle un outil fondamental de la loi du 2 janvier 2002, le projet personnalisé. Cette notion d'accompagnement personnalisé, elle va être réfléchie pour s'adapter à la fois aux souhaits et aux besoins de la personne, à sa temporalité, mais aussi à son développement psychique, physique et même psychosocial. Alors souvent, les équipes sont peu à l'aise à l'idée de parler de vie intime, de vie affective et de sexualité dans les projets. Elles évoquent leur crainte d'entrer dans l'intimité des personnes. Qu'est-ce que tu en penses, Alexia, et surtout, qu'est-ce que nous en dit la Haute Autorité de Santé dans sa recommandation? Hmm. Justement, du coup, tu fais bien de l'évoquer. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on peut entendre lors des formations. Depuis plusieurs années, on milite pour que ça fasse partie des items du projet personnalisé. Et la Haute Autorité de Santé, elle vient valider cette idée. Bien entendu, comme on le répète à chaque fois, la HAS, elle préconise d'adapter les modalités de rédaction du projet pour pouvoir préserver l'intimité des personnes. Et on n'est pas obligé d'écrire qu'une personne est en couple, par exemple, si elle ne le souhaite pas. Et bien évidemment, si la personne ne souhaite pas en discuter, on le respectera aussi. Mais d'expérience quand même, on peut voir que si c'est un sujet, et si les personnes voient que les pros sont vraiment dans une démarche positive, ça ouvre souvent sur des échanges très intéressants. Et les personnes accompagnées, elles vont se saisir de l'instant pour exprimer leurs besoins. Et souvent, quand on pense vie intime, affective et sexuelle, on pense surtout à la sexualité. Oui, et c'est pour ça en fait qu'il est recommandé d'aborder l'ensemble des dimensions de la VIAS et de ne pas oublier les émotions, l'intimité, les relations affectives, de ne pas focaliser uniquement sur la sexualité. Et souvent, quand ces sujets sont abordés, les représentations de chacun ou de chacune sont très présentes. Oui, c'est aussi pour ça que les RBPP préconisent de travailler en équipe pluriprofessionnelle et de se saisir d'outils institutionnels pour échanger les observations et les informations recueillies à propos des attentes et des désirs des personnes. Et bien entendu, il est important de tracer ces informations dans le respect du cadre juridique pour ce qui concerne le partage d'informations. Mais cependant, aborder ce sujet pendant l'élaboration du projet personnalisé, ce n'est pas toujours simple. Oui, c'est vrai. Et il est recommandé aux professionnels de se rendre disponibles pour échanger sur ces sujets. Et cette disponibilité, elle va se traduire de plusieurs façons, comme par exemple avec la construction de relations bienveillantes, avec de l'empathie, avec une posture professionnelle de disponibilité, de confiance et d'écoute, et que la personne puisse échanger dans un espace confidentiel. On peut peut-être trouver d'autres lieux que le bureau des éducs, où il y a en général pas mal de passages et on est habitué à traiter plein d'autres sujets, pas toujours intimes. Et comme il n'est pas toujours simple de développer cet accompagnement au sein des établissements, les RBPP nous rappellent aussi qu'on peut établir des partenariats avec des associations ou avec des personnes extérieures pour pouvoir affiner la connaissance de différentes méthodologies et programmer des interventions de soutien aux personnes accompagnées. Et qu'en est-il concernant la vie relationnelle des personnes qui n'ont pas forcément l'occasion d'être en relation? Alors oui, c'est un sujet très important. Donc la Haute Autorité de Santé exprime comme un point fondamental l'ouverture vers l'extérieur qui doit être privilégiée. Donc elle rappelle que la possibilité d'une vie relationnelle hors de l'établissement est la condition sine qua non pour que le choix de partenaire ne se limite pas aux personnes accompagnées au sein même de l'établissement. Plusieurs actions sont possibles, comme par exemple l'organisation de rencontres inter-établissements ou avec le milieu ordinaire, ou le maintien des liens sociaux extérieurs, style club de danse, participation à la vie de la commune par exemple.
Il faut également permettre aux personnes de garder le lien créé avant d'entrer dans l'établissement ou par exemple dans le cadre des vacances. Et même si ça peut paraître dangereux et compliqué au premier regard, nous devons favoriser l'accès à Internet et aux réseaux sociaux. Il me semble en fait que la Haute Autorité de Santé aussi voulait mettre un point de vigilance important sur ce sujet. Oui, il y a un point très important. Ne surtout pas restreindre l'accompagnement de la vie intime, affective et sexuelle à la seule dimension des besoins et ne pas donner uniquement des réponses techniques qui négligeraient la question du désir, de l'altérité et de la dimension relationnelle. On est en train d'arriver tranquillement à la fin de notre vidéo et il est temps aussi d'aborder la notion du consentement sexuel. Amélie, que nous dit la recommandation de bonne pratique sur cette notion de consentement? Alors effectivement, c'est la dernière notion abordée dans ces recommandations, mais ô combien importante. Il est quand même essentiel de rappeler à quel point promouvoir l'expression du consentement sexuel est un enjeu complexe et important de l'accompagnement de la vie intime, affective et sexuelle. Rappelons-nous que beaucoup de personnes accompagnées ont eu des parcours de vie difficiles et certains événements traumatiques ont pu façonner certaines représentations concernant le consentement. Voici donc ce que préconise la HAS à ce sujet. Tout d'abord, pensons à promouvoir l'expression du consentement au quotidien dans toutes les dimensions des relations humaines avant d'en parler dans la sexualité. Mettons en place une réflexion institutionnelle éthique sur les enjeux liés au consentement. Acceptons en équipe et valorisons au quotidien le non-consentement des personnes accompagnées. Et comment on fait si on a l'impression que les personnes ne peuvent pas exprimer leur consentement? Eh bien, il est essentiel d'accompagner les personnes dans leur capacité à dire non, de développer des outils sensoriels, des supports ludiques permettant d'exprimer ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Et il est aussi demandé à chaque équipe de mettre en place des outils adaptés, par exemple en FALC, facile à lire et à comprendre, ou en vidéo, dans un lieu dédié aux personnes accompagnées qui illustrent ce que sont le consentement et le non-consentement. Mais souvent, les équipes expriment une vraie difficulté à s'assurer de la capacité des personnes à exprimer leur consentement. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors effectivement, il faudra être vigilant à ce qui peut altérer la capacité de la personne accompagnée à consentir, comme l'expression de troubles cognitifs, psychiques ou intellectuels, la consommation de produits psychoactifs ou psychotropes, ou encore l'influence des réseaux sociaux. Et en cas de doute, on peut s'appuyer sur l'équipe pluridisciplinaire qui permettra de multiplier les angles d'analyse. Enfin, il est essentiel de ne pas oublier la prévention des violences sexistes et sexuelles. La RBPP recommande de mettre à disposition des personnes des ressources adaptées et d'accompagner dans leur démarche les personnes plaignantes et les personnes témoins de violences sexistes et sexuelles. Alors, un grand merci à vous pour votre écoute. On espère que cette séquence RBPP sur canapé vous a plu et vous a donné envie de mettre en place toutes ces recommandations. Nous sommes le collectif déterminé et nous accompagnons depuis maintenant plusieurs années les personnes accompagnées, les proches aidants et les professionnels sur ce merveilleux sujet de la vie intime, affective et sexuelle. Et nous faisons toutes les trois partie du comité des experts et expertes du Centre ressources Intime Agir Occitanie depuis sa création. Et vous pouvez trouver sur leur site les différents webinaires que nous avons proposés et que nous proposons. À très bientôt! Merci beaucoup! Au revoir!